RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur RMC le dimanche matin, mais aussi, vous le savez, en vidéo sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur vos box sur la chaîne 01 TV. C'est De quoi je me mail. Je suis très heureux de vous retrouver avec tout à l'heure les nouveautés Amazon Device qui n'a pas chômé ces derniers mois malgré l'épidémie, avec de nouveaux Echo Show, de nouvelles box télé, mais aussi de nouvelles caméras. Pas mal de nouveautés qui ont été annoncées, puis Alexa qui s'améliore. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Daly, qui est le papa d'Alexa en France et qui commentera toutes ces annonces qui ont été dévoilées il y a quelques heures à peine. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail si vous voulez participer aux discussions passionnées dédiées à la tech qui se déroulent sur Facebook. N'hésitez pas. Merci d'être là et bienvenue. Et De quoi je me mail, bien sûr, pour débuter, c'est toujours le club de la presse IT avec Nicolas Lelouch qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Le journaliste spécialisé smartphone et tech d'une manière générale sur 01net.com. Et puis c'est Emmanuel Paquette aussi qui est là aujourd'hui. Bonjour Emmanuel, journaliste à l'Express pour commenter pas mal d'actualités cette semaine et à commencer par cette menace. Alors on y croit pas, on va bien voir. Instagram, Facebook, avec un porte-parole de ces deux géants qui menacent de quitter l'Europe. Oui, effectivement. Alors tout ça à cause d'un trentenaire, Max Schrems, c'est un trentenaire autrichien. Il a en fait lancé une bataille contre Facebook à peu près depuis 2011, c'est ancien. Et il a réussi, au bout de plusieurs procédures devant la Cour de justice européenne, à obtenir gain de cause et à empêcher en fait Facebook d'envoyer les données des Européens qui sont collectées ici, de les envoyer aux États-Unis. Alors le principe, c'est de dire qu'en fait le niveau de protection des données des Européens n'est pas la même aux États-Unis qu'en Europe. Pour deux raisons principales. Alors, je ne suis pas juriste, mais c'est ce que j'ai compris. Le premier, c'est qu'un Européen ne peut pas avoir de recours juridique aux États-Unis sur ces données qui ont été collectées. Et le deuxième point, c'est que les Européens sont directement soumis au programme de surveillance des services de renseignement américains, alors qu'ils sont européens. Et du coup, ne devraient pas être soumis à ce genre de choses. Donc, un défaut de protection. Donc, il a gagné une première partie en 2015. Donc, c'était la fin de ce qu'on appelle du Safe Harbor. C'était en fait la protection des données entre l'Europe et les États-Unis. Donc, Bruxelles et Washington ont dû renégocier un nouvel accord qu'on a appelé le Privacy Shield, donc le bouclier de protection des données. Et là, mi-juillet, la Cour de justice européenne a dit que le Privacy Shield était insuffisant pour protéger les Européens et demande à Facebook de faire respecter le droit et donc de stocker et d'héberger les données des Européens en Europe. En gros, si j'ai bien compris, étant donné que je stocke des informations privées sur Facebook, Instagram, etc., si un juge aux États-Unis dit « Tiens, François Sorel, on aimerait bien voir un peu ce qu'il a mis, etc. » Le juge demande, Facebook exécute, Exactement. et donc toutes ces informations de François Sorel européen pourraient être en accès libre en fait, pour un juge américain. Voilà, sans que toi tu aies des recours en plus. Sans que moi je puisse avoir des recours. C'est ça en fait le problème. Si il y avait une possibilité de recours, là on serait comme dans un cadre normal. Oui, bien sûr. Donc c'est cette impossibilité-là qui fait qu'il y a une différence de traitement entre les Européens et les Américains. Et là où ça se complique, c'est que est-ce qu'on peut imaginer que Facebook et Instagram se plient à ces obligations européennes, Nicolas ? Ce qu'ils ont dit, c'est que c'était infaisable dans le sens où ils disent qu'on ne peut pas transférer autant de données en Europe et donc pour eux, il serait limite plus rentable de quitter l'Union européenne et de déserter ce marché. Après, on se doute que c'est un coup de bluff, que Facebook et Instagram ne vont sans doute pas quitter l'Europe pour une histoire de données. Et moi, ça me fait penser beaucoup à ce qui s'était passé il y a quelques années avec l'article 13 sur YouTube. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était justement cette directive européenne qui me remettait en question justement la manière dont fonctionnaient les droits d'auteur. Et du coup, YouTube avait fait une grosse campagne de com avec les YouTubeurs pour leur dire l'article 13 va tuer Internet, va tuer YouTube. Et du coup, le but est d'avoir l'opinion publique avec soi. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec Facebook et Instagram. Ils font passer l'Europe pour les méchants qui veulent les priver de leurs services préférés dans le seul but justement de conserver leurs privilèges. Alors, il y a une petite différence quand même, c'est que là, ça s'étend à plus de 4000 sites internet, notamment même des sites internet de, par exemple, Leroy Merlin, Decathlon, le Huffington Post, par exemple, qui appartient au Monde, parce que Max Schrems, donc, qui a intenté une action contre 101 sociétés européennes, estime que ces sites internet utilisent Facebook Connect ou Google Analytics pour collecter des données
d'Européens et les envoyer à Facebook, qui lui-même les envoie aux États-Unis. Donc il y a une incidence qui dépasse très largement le cadre de Facebook. Oui, complètement, bien sûr. Alors, un portrait de Max Schrems est sur l'Express, puisque tu as eu la chance de l'interviewer il y a quelques jours. Oui. Quand tu lui dis, est-ce qu'il y croit, lui il est dupe de tout ça? Est-ce qu'il croit que Instagram et Facebook vont... Pas du tout. Il n'y croit pas du tout. Il dit que c'est un énorme coup de bluff. Voilà, pour lui, c'est... En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 16 milliards de chiffre d'affaires, l'Europe. Pour Facebook, c'est 25% de son activité mondiale. Donc, ils ne vont pas s'asseoir sur 25% de leur activité mondiale. C'est la deuxième région derrière les États-Unis. Donc, voilà. Donc, non, il n'y croit pas du tout. En revanche, lui, il estime qu'ils vont être obligés, à un moment donné, de stocker, d'héberger les données des Européens en Europe, donc ça va demander des investissements de la part de Facebook, mais lui il dit voilà, c'est comme ça, ils vont être contraints, et c'est la loi, et maintenant ils vont devoir l'appliquer. Et là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est la CNIL européenne, la CNIL irlandaise, pardon, qui doit faire appliquer la décision de la Cour de justice européenne, et la CNIL irlandaise, elle est un peu, disons, entre deux chaises, parce que toutes ces boîtes-là sont là-bas. Exactement. Donc tous les sièges de Google, de Facebook sont là-bas. Donc Apple aussi. Apple, voilà. Donc c'est-à-dire que les impôts sont payés là-bas en partie. Ça veut dire que les emplois sont créés là-bas. Donc ils peuvent taper, mais en même temps pas trop. Oui, pas trop. Donc c'est compliqué pour la CNIL irlandaise. Ouais. On sait comment ça va se terminer, cette histoire-là, ou la CNIL irlandaise a été obligée de demander à Facebook de se mettre en conformité. Facebook, aujourd'hui, a fait un recours devant la CNIL irlandaise et on attend une décision d'ici le mois d'octobre. Donc, ce n'est pas encore terminé. Et je pense que Facebook va se battre et va essayer de détendre le plus possible son combat devant les prétoires. Et puis, encore une fois, derrière, ça veut dire que Twitter va être touché, Google va être touché. C'est pas simplement... Ça va faire des données, exactement, sur Internet. Donc, forcément, les autres vont s'allier à un moment ou à un autre, puisque si Facebook flanche, tout le reste de l'industrie va flancher. Ouais. Et puis, est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces boîtes américaines décident d'enlever leurs données de leur pays pour les stocker sur un autre continent? Moi, ça me paraît, ça paraît surréaliste quand même. Alors, la Chine oblige à faire ça, par exemple. Ah d'accord, ils le font déjà. Ouais, exactement. Alors, il se trouve que Facebook... Oui, mais il n'y a pas de redondance de ces données? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut garantir à la Chine que ces données ne sont pas en redondance, par exemple, en Occident, aux États-Unis, par exemple, ou en Europe? C'est ça le truc. C'est compliqué à dire, mais en tout cas, dans le cas d'Apple, qui est un des rares GAFA présents en Chine, les données iCloud en Chine sont stockées sur des serveurs chinois, et c'est la loi et c'est l'obligation, sinon ils n'ont pas le droit d'être là. Et de la même manière, c'est ce qu'est en train de faire Donald Trump avec TikTok, en leur disant les données des utilisateurs de TikTok, c'est aux États-Unis. Donc en fait, ce problème-là n'est pas exclusif à l'Europe, c'est qu'un problème mondial, et tout le monde veut les données de ses utilisateurs dans son territoire. Ça légitimise finalement un peu cette décision européenne. Exactement. Même pour moi, elle est plus forte parce que ça vient du droit, alors que dans le cas de la Chine et le cas des États-Unis ou même de la Russie, c'est des décisions politiques. Oui. Donc je trouve que nous, pour le coup, on a une force qui est notre démocratie et nos lois. Donc, les autres, ça a l'air d'être des coups de force. Là, ici, c'est vraiment poussé par quelque chose de légitime, donc c'est assez intéressant. C'est un gros sujet. Dans l'actualité cette semaine, c'est la guerre des consoles avec évidemment Xbox, Sony, etc. Et puis Amazon, on en parlera très brièvement tout à l'heure avec mon invité d'Amazon. Amazon qui se lance dans le cloud gaming. Aussi. Oui, ça c'est la surprise, c'est tout frais comme annonce. On l'avait pas vu venir. On savait que Amazon travaillait sur du cloud gaming. On savait qu'Amazon aime le jeu vidéo. Vous savez, ils sont propriétaires de Twitch quand même. C'est pas n'importe quelle plateforme en termes de jeux vidéo. Maintenant, là, ils ont annoncé Luna, qui est un service concurrent de Stadia et du xCloud. Et ce que je trouve très intéressant à titre personnel, c'est qu'ils nous prouvent qu'il n'y a vraiment pas de modèle économique défini à l'heure actuelle sur le cloud gaming. Pourquoi ? Parce que Stadia, vous savez, vous avez soit une offre gratuite, soit une offre avec un abonnement, mais vous devez acheter les jeux à l'unité. Alors que le Game Pass, c'est un fonctionnement Netflix, on paye un abonnement mensuel et on a accès à tous les jeux et il n'y a pas d'achat supplémentaire à faire. Et ce que fait Amazon, c'est complètement nouveau, c'est que vous avez en fait la plateforme Luna, et en fait vous allez payer un abonnement pour chaque éditeur. Donc vous voulez les jeux d'Ubisoft, c'est $15. Vous voulez les jeux d'une autre plateforme, ça sera encore une somme à déterminer. Donc, on a une nouvelle fois la preuve que le cloud gaming est encore un marché très nouveau, qui se cherche, et que personne n'a encore trouvé de formule magique. On ne sait pas si le Game Pass sera rentable, on ne sait pas si Luna sera rentable, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'une nouvelle fois, le jeu vidéo se déplace vraiment vers la Silicon Valley. On en parlera tout à l'heure, mais avec un aspect technique intéressant pour la latence, pour la baisse de la latence. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais la manette que Amazon va vendre ne se connectera pas directement aux devices qui sont à côté de la télé, mais directement sur les serveurs d'AWS, et ça fait gagner 20 précieuses minutes
millisecondes pour gagner en réactivité dans les jeux, ce qui est plutôt malin, je trouve. Ce qui est aussi la promesse de Stadia. Si on joue à Stadia depuis un Chromecast, la manette est directement connectée au réseau et non pas en Bluetooth. Donc c'est vrai que c'est assez marrant ces approches d'Amazon et Google qui ne font pas du jeu vidéo comme tout le monde. Et ça va être à suivre. Avec la puissance des serveurs AWS. Voilà. Bah oui, parce que c'est des acteurs effectivement de l'hébergement, enfin des bases de données, et donc des data centers, et donc effectivement ça les aide beaucoup. Très bien. Dans le jeu vidéo aussi, il y a pas mal d'autres nouveautés. Bien sûr. Alors les précommandes de la PS5, ça commence un petit peu à s'embouteiller là, Oui, visiblement. Là on est en pleine, on est à presque un mois du lancement de la next gen. Donc là, ça y est, ça commence vraiment à s'intensifier. Là, les usines, ça doit chauffer. Ça doit chauffer. Sony, Microsoft, ça doit chauffer aussi du côté des commandes. Et justement, les précommandes de la PS5 qui ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Enfin, ça dépend. Ça s'est passé comme prévu d'un point de vue résultat, parce que voilà, c'est rupture de stock mondiale. Donc je pense que Sony est content à ce point. Il y a aussi évidemment l'aspect marketing. Là, ils ont remis du stock vendredi matin, donc ce qui signifie qu'ils s'en gardent un petit peu de côté, histoire d'entretenir le buzz. C'est une méthode classique de vente. Mais le problème, c'est que contrairement à Microsoft qui a donné un horaire de précommande, Sony, ils ont dit un peu aux revendeurs, faites ce que vous voulez. Donc on s'est retrouvé avec une guerre, avec des gens à 2h du matin qui essayaient de commander une console, et il n'y en avait plus à 2h30. Et donc du coup, c'est évidemment frustrant. Sony a dû s'excuser. Ils ont fait un tweet où ils ont dit, OK, ça aurait dû être plus fluide. On est désolé, on va faire le maximum pour ajouter du stock d'ici la sortie pour que vous soyez servi le premier jour. Mais ça reste une mauvaise expérience pour les joueurs du côté de Sony. C'est plus calme chez Xbox ou pas? Ou est-ce qu'il y a aussi des tensions? Ça a été mieux géré dans le sens où, en fait, ce qu'a dit Microsoft, c'est rendez-vous mardi à 9h. Et à 9h, tout le monde a ouvert les précommandes à peu près au même moment. Ça s'est décalé sur 1 ou 2 heures en fonction des revendeurs. Mais après, c'est pareil, il y a aussi des ruptures de stock, notamment sur la Xbox Series X, qui est leur console ultra haut de gamme. Donc c'est la preuve qu'il y a une vraie attente des consommateurs sur ces nouvelles consoles. Le risque, c'est la déception, bien sûr, parce qu'on dit beaucoup, est-ce qu'il va vraiment y avoir un changement significatif d'une console à une autre? Là, on a appris par exemple cette semaine que Sony, qui se présentait comme le roi de la rétrocompatibilité, comme celui qui allait aussi proposer les jeux PS4 mis à jour sur PS5 gratuitement, n'était pas aussi clean que ce qu'il ne promet. Oui, avec Spider-Man notamment. Notamment, oui, le nouveau jeu Spider-Man Miles Morales, en fait, qui est un spin-off, donc c'est un dérivé du premier jeu Spider-Man. On pensait que le jeu Spider-Man allait pouvoir être jouable sur la PS5 facilement, mais en fait non, il va falloir le racheter si vous l'aviez déjà sur PS4, et surtout la sauvegarde que vous avez sur PS4 ne va pas marcher sur PS5. Donc on se dit, c'est pas vraiment pensé pour les joueurs cette expérience, c'est pensé pour faire de l'argent, mais pas du tout pour celui qui a commencé un jeu sur PS4 et qui a envie de l'améliorer sur PS5. Donc à voir si Sony va en souffrir, ça a l'air pour l'instant pas du tout le cas, les gens ont confiance en Sony, donc ils vont avoir des bons résultats en fin d'année, à voir sur les prochains mois. Emmanuel, nous, on a fait un sondage à 01 et on demandait en fait à tous ceux qui nous regardaient sur 01 TV ce qu'ils choisiraient le jour où ces deux consoles sortent. Et on a 70% PS5 et 30% Xbox. Il y a vraiment un succès de la marque PlayStation. Voilà, un succès de la marque PlayStation. Est-ce que c'est représentatif finalement du marché 70-30 peut-être? Non, je crois que la France et Sony, il y a une histoire d'amour depuis longtemps sur la PlayStation. La France a toujours été plus PlayStation que Xbox historiquement. Alors je sais pas l'expliquer, mais ça a toujours été comme ça. Bon, après, c'est moins vrai dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Je crois qu'en Angleterre, Microsoft est plus fort. La Xbox est plus forte que la PlayStation. Donc ça dépend d'un pays à l'autre. D'accord. Bon, on verra bien cette bataille qui va être sanglante, avec ces deux géants qui sortent quasiment en même temps leur console. Et rajoutant un élément fort cette semaine, qui est que Microsoft a racheté Bethesda, qui est quand même un immense studio. C'est des milliards de dollars dépensés. C'est Doom, Bethesda. C'est Doom, c'est Skyrim, c'est Fallout, c'est plein de jeux. Et ce qui est encore une fois très amusant dans l'approche, c'est qu'on sait que Sony achète des studios et on fait des exclusivités. Et Microsoft n'est pas du tout dans cette démarche. Pour l'instant, ils ont l'air de dire on veut en fait donner ces jeux gratuitement à nos abonnés Game Pass, on veut pouvoir les supporter, investir là-dedans, mais ils sont pas du tout fermés à l'idée de les lancer sur PS5. Et donc c'est très amusant parce qu'il y a un côté good cop, bad cop, avec d'un côté Sony qui est le roi absolu du jeu vidéo, qui n'a pas peur en fait de ne pas partager avec les autres, et Microsoft qui veut dire moi je partage, j'ai un abonnement, les gens ne payent pas les jeux. Donc à voir à la fin qui gagne la guerre. Pour l'instant c'est plutôt Sony qui gagne, mais bon dans 2-3 ans peut-être qu'il y aura une inversion des tendances. Quand on voit la durée de vie aujourd'hui d'une console, en moyenne 7 ans, ouais, c'est ça. Je veux dire là voilà, la nouvelle génération commence.
Et ils ont 7 ans pour se combattre. Oui. Avec le cloud, avec plein de choses, c'est assez passionnant. Exactement. Et sans doute qu'on pourra aussi dans quelques années connecter toutes ces consoles à la 5G. La 5G qui est dans les starting blocks, vraiment, là, Emmanuel, Oui, depuis le temps. dans un contexte un peu particulier. Toujours. Ouais. Mais c'est le 29 septembre que le coup d'envoi des enchères C'est ça. arrivera. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué, hein, donc j'essaie d'expliquer, j'espère être clair. Mais en gros, il reste en fait l'équivalent de 110 MHz, donc 11 blocs de fréquence de 10 MHz à donner aux opérateurs, à céder aux opérateurs. Donc, il va y avoir des enchères qui vont débuter le 29 septembre. Et la question, c'est jusqu'à quand vont durer ces tours d'enchères ? Parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. Les opérateurs se mettent autour de la table, font 2 demandes, chacun de leur côté. Et si au total, ils demandent plus de 11 blocs, eh ben, on fait un deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est plus 70 millions d'euros par bloc. Là, l'ARCEP a décidé de rajouter 5 millions par tour. Donc on repart à 75 millions. Rebelote, deuxième tour, s'il y a plus de 11 demandes, on réincrémente de 5 millions, donc 80 millions d'euros pour un bloc. Et ça dure 8 tours par jour. Ce qui veut dire qu'à la fin d'une journée, le coût de la fréquence sera de 440 millions Et comment ça d'euros se passe là supplémentaires. Tu sais comment ça se passe ? Ils sont devant SFR, Bouygues, Orange, Free, ils sont devant un ordinateur et ils achètent les enchères comme ça ? Non, je ne crois pas. Non. Je crois qu'ils remettent des offres. Alors, je pense que c'est autour J'aimerais de... bien savoir comment ça Avec se des passe. pancartes. Parce que- les gars. Non, mais c'est vrai. Et en plus, ça, c'est des Oui, sommes c'est- monstrueuses, quoi. Donc, Alors, les sommes sont fixées pour le coup. Hein, donc, c'est pas je parie de l'argent et j'attends de Ouais. voir, hein. Donc, c'est 70 millions. Puis après, on augmente de 5 millions à chaque tour. Ça, c'est évident. La vraie question, c'est combien de blocs chaque opérateur va demander. Sachant que, pour compliquer un peu la donne, un opérateur ne peut pas candidater sur plus de 5 blocs. Puisque chacun en a déjà 5. Donc 5 plus 5, aucun opérateur ne peut en avoir plus de 10. Sinon, celui qui aurait le plus d'argent, il raflerait tout. Donc l'idée, c'est de oui. plafonner on pourrait le nombre de imaginer blocs. qu'Orange pourrait tout rafler. Exactement. Donc Orange, au maximum, peut acheter 5 blocs. Il en resterait 6 pour les autres. Donc les 3 autres. Donc le jeu, c'est de savoir... Chacun, alors c'est ce qu'on appelle la théorie de jeu, donc chacun dans son côté a élaboré des scénarios, des scénarii, et aujourd'hui vont les mettre à exécution. Alors généralement c'est des polytechniciens qui travaillent dessus, hein, donc pour voir tous les schémas possibles, combien de blocs, quel bloc, à quel prix, que va vouloir SFR, que va vouloir Orange, que va vouloir Free. Donc c'est extrêmement compliqué, ça peut durer longtemps et ça peut monter les enchères très très hautes, puisque à 70 millions par bloc, on commence à 770 millions pour la totalité des blocs. Mais très vite, on peut monter à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Ça a duré comme ça en Allemagne pendant des mois. On va voir jusqu'où sont prêts les opérateurs à aller. Donc il n'y a pas une date butoir. Il n'y a pas de date butoir, non. C'est quand tout est vendu que Alors il faut qu'à un moment donné, l'offre des 4 soit égale à 11 blocs. Et si là c'est égal à 11 blocs, le prix va être connu et puis là ça se termine. On a une idée de jusqu'à combien ça peut monter ? Non, j'ai posé la France question à l'ARCEP. L'ARCEP elle-même ne sait pas. Ils m'ont dit on ne sait pas combien de temps ça va Ce sera durer. plusieurs milliards, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, encore une fois, là, on débute. Imaginons que dès le début, à la première enchère, ils se mettent tous d'accord et qu'il y ait 11 blocs, ça peut s'arrêter le matin C'est même. ça. Hein. Donc, et à ce moment-là, avec un prix du bloc à 70 millions fois 11, on sera à 770 millions. En revanche, s'il faut plusieurs tours, ça peut effectivement aller très très vite. L'objectif d'un opérateur, c'est d'avoir un maximum de blocs, on est d'accord ? C'est ça, exactement. pour avoir plus de débit, pour avoir plus de fréquences, Voilà, puis etc. Parce que derrière tout ça, c'est le débit. Hein, c'est le débit, voilà, c'est de la réallocation aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque opérateur a des morceaux de spectre, et donc en fait, rajoute ces morceaux-là qui vont lui être donnés, et donc fait un peu d'arbitrage entre ces différents spectres. C'est assez compliqué. Hein. C'est compliqué, Ouais. mais ça va se décider là. Ça va décider là. Et donc, à la suite de ces enchères, on va dire qu'après, les opérateurs seront propriétaires de leur bande de fréquences. C'est ça. Et après, rien ne les empêche de lancer leur offre commerciale, en fait. C'est ça Après, il faut quand même déployer le réseau. Ça prend Oui, mais du on temps. sait que, c'est un secret de polichinelle. Il y a plein d'endroits où le réseau est déjà développé. Il y a quelques endroits, voilà, ils peuvent. Mais en Dans gros, c'est certaines pour ça- villes de France, il y a déjà de la Exactement. 5G, mais elle n'est pas activée commercialement. Mais En fait, c'est des. en test. Ils se c'était des préparent, tests. en fait. Voilà, c'était des tests. Voilà. Parce que je pense que malgré tout, malgré le contexte actuel, on va avoir une petite bataille commerciale sur le lancement de la 5G à la fin de l'année, parce que on sait que le prochain peut aider. iPhone sera 5G, Mhm. et je pense que ça va être un plus pour un opérateur de dire écoutez, vous avez l'iPhone 5G, mais vous savez quoi, Paris, Marseille, Bordeaux, chez tel ou tel opérateur, il y a déjà de la 5G. Ouais, et c'est je vrai. pense que ça Ça peut peut être un essai. accrocher certains Surtout, consommateurs. effectivement, comme tu disais, avec le nouvel iPhone. Donc, effectivement, il y a la conjonction des deux en C'est France sûr. qui va arriver. Nouvel appareil plus ce nouveau réseau. Après, la crainte, c'est pour ça que la DGCCRF, la direction des fraudes, de la répression des fraudes, a été saisie. C'est est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi des offres 4G qui vont être vendues 5G, alors que ça ne sera pas de la 5G, mais de la fausse 5G à combien les offres vont être établies. Donc, ils ont une crainte au niveau de la DGCCRF de voir ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est-à-dire des logos 5G s'afficher sur des téléphones, alors qu'en réalité, on est toujours sur la
4G. Donc bon, voilà. Donc il y a beaucoup encore d'interrogations aussi. Et puis le gouvernement scrute ça de près, pour le coup. Ouais, la fausse 5G, ça c'est... C'est un classique aux États-Unis. Ils avaient déjà fait la fausse 4G avant. C'est très commercial. Finalement, des faussaires, il y en a partout, même sur les logos des téléphones. C'est dingue. C'est assez étonnant. Toi qui testes des téléphones tout le temps, t'as déjà vu un logo 5G ou pas sur un téléphone? Non, je n'ai pas eu cette chance. Je l'ai eu en Suisse. J'avais été invité par un opérateur suisse pour tester la 5G. À l'époque où tu pouvais encore voyager. À l'époque où on avait le droit, justement, la Suisse qui a été un des premiers pays à avoir 100% de couverture 5G. Ouais. C'est pratique. Enfin, deuxième Monaco, je crois en premier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cet avantage. Monaco, c'est facile. Une antenne. Non, je dis ça en tant que Niçois qui a passé beaucoup de temps à Monaco et qui embrasse tous les monégasques qui nous écoutent. Un mot sur Tesla, tiens maintenant. Tesla qui a annoncé Alors, on s'attendait à des annonces peut-être un petit peu plus costaudes, mais malgré tout, il y a eu 2-3 trucs sympas, notamment une Tesla Model S qui pourrait avoir jusqu'à plus de 800 km d'autonomie, je crois. Oui, c'est ça. C'était un événement qui s'appelle le Battery Day, donc le jour de la batterie, évidemment, qui s'est un peu transformé en one-man show d'Elon Musk. C'est comme ça que ça a été décrit dans beaucoup d'articles de presse, où Elon Musk en fait, a dévoilé plusieurs choses, donc déjà une nouvelle technologie de batterie qui est en cours de développement, qui prendra du temps à arriver. Et l'idée, c'est qu'elle est plus compacte, plus écologique parce qu'elle se recycle plus facilement, parce qu'elle remplace le cobalt par du nickel, et surtout elle est 16% plus endurante. Donc l'idée, ça va être un petit peu plus d'autonomie dans les batteries. C'est pas une révolution, mais en tout cas ça va permettre à Tesla d'être indépendant et de fabriquer ses propres batteries. Donc c'est là en fait où il va y avoir du changement, parce que du coup ils peuvent baisser les coûts et baisser le prix des voitures. Il y a en effet la Model S Plaid Edition qui a été annoncée. C'est une Model S avec 840 km d'autonomie. Donc c'est 840 km d'autonomie, je crois que c'est un record. Hein. C'est un record. En fait, ils s'étaient fait doubler et ils n'ont pas aimé. Donc du coup, ils sont passés à... Ils voulaient faire celle-là. Donc, les ingénieurs, les gars, vous vous débrouillez pour rajouter 50 km d'autonomie. C'est ça, c'est toujours évidemment des performances délirantes avec du passage en 2 secondes, de 0 à 100 en 2,1 secondes, je crois. Avec l'équivalent, j'ai noté 1100 chevaux, le prix $139 000 aussi, voilà, quitte à avoir un prix un peu élevé, autant se faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui est aussi là pour montrer que voilà, une voiture électrique peut avoir une grande autonomie. Et surtout, la grosse annonce de ce Battery Day, c'est pas une annonce commerciale, je pense que c'est plus Elon Musk qui a glissé ça comme ça, qui pensait pas forcément que ça allait être autant repris dans la presse, mais ça a été déclaré que la prochaine Tesla, en tout cas le gros projet de Tesla, ça sera en dessous des $25 000. Et c'est l'objectif. Donc en dessous de $25 000, on va directement affronter du Renault, du Nissan, donc sur les petites voitures électriques. Ça va être permis, pas de suite, parce qu'il va falloir attendre justement ces batteries créées par Tesla, qui seront moins chères à fabriquer. Mais à terme, on aura peut-être des petites citadines Tesla électriques. Et voilà, ça a toujours été l'objectif d'Elon Musk, qui depuis le début a dit qu'il ne fait pas des voitures chères parce qu'il aime le luxe, mais il fait des voitures chères parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent, c'est ce qui permet de créer un capital. Et une fois que tu as le capital, tu peux justement baisser en prix et devenir un constructeur ultra grand public. Donc cette voiture à $25 000, elle rapproche quand même beaucoup Tesla de cet objectif d'être un constructeur très grand public. Et puis en plus, Emmanuel, c'est vraiment cette Tesla Model 2, on va l'appeler comme ça parce qu'on peut imaginer que voilà, ça sera le Model 2, soit vraiment taillé pour l'Europe. Parce que évidemment en Europe, on a des petites routes, des petites rues, des petites places. Quand on peut encore rouler en ville, donc c'est une voiture qui est taillée pour l'Europe. Oui, effectivement. Moi, je rajouterais 2 petites choses sur ce que disait Nicolas. Le premier, c'est que visiblement, effectivement, vouloir créer une usine aux États-Unis, c'est aussi un moyen de dépendre moins de Panasonic, qui est aujourd'hui le grand fournisseur en batterie de Tesla, donc de diminuer cette dépendance aux Japonais et d'être de plus en plus autonome. Ça vous rappelle quelqu'un dans la téléphonie mobile? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est réduire aussi une dépendance à une des matières premières, qui est le cobalt. Qui est un élément aujourd'hui essentiel des batteries, et c'est d'utiliser de moins en moins de cobalt, parce que le cobalt, aujourd'hui, le premier producteur mondial, c'est la République démocratique du Congo, et on ne sait pas dans quelles conditions est récupéré le cobalt. Donc, généralement, on le sait à peu près, et c'est pas très clean. Donc, et effectivement, depuis le début, Elon Musk veut faire en sorte de moins dépendre de cette matière première-là, à cause des conditions d'extraction. Et puis, dernier point sur effectivement le prix, il faut savoir qu'il a déjà fait cette promesse en 2018, et il disait qu'il la tiendrait en 2021. Donc, bon, voilà, moi, j'attends de voir, parce que Elon Musk, il raconte aussi des histoires à la bourse, et c'est pour que son cours continue d'être
très élevé par rapport aux autres industriels. Donc voyons s'il arrive à délivrer, comme on dit. Je sais pas le mot. Cela dit, oui. Alors évidemment, c'est un génial un peu fou, hein, mais malgré tout, il est en train de réussir son pari. Il réussit, oui, bien sûr. Il a un problème sur les délais. Il a un problème sur les délais, c'est ça. Oui, il a un problème sur les délais. C'est une promesse, mais sur l'écoute. Qui n'a pas des problèmes sur les délais, quoi, aujourd'hui. Oui, mais nous, on s'engage pas pour dire qu'on va aller sur Mars dans 1 an. Alors que lui, il dit dans 1 an, on va sur Mars à peu près tous les ans. Et... il y a aussi ça. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est pas lui qui ira en premier, je pense. Qui sait, hein, il va envoyer Tom Cruise dans l'espace, on a appris cette semaine, donc après tout, pourquoi pas. Ouais, mais moi, je le trouve attachant, ce Elon Musk. Il est complètement fou, mais c'est, je veux dire, dans un siècle, on se souviendra d'Elon Musk. Ça, c'est certain. Il va marquer l'histoire. Il y a des chances, oui, c'est le genre de personnage qui est taillé pour ça. D'ailleurs, ça ne plaît pas trop à Bill Gates, qui lui a... J'ai l'impression qu'ils s'aiment pas beaucoup tous les deux. Et Bill Gates s'amusait. Il y avait une interview il n'y a pas si longtemps, et le journaliste demandait s'il préférait Steve Jobs à Bill Gates. Il disait Steve Jobs est un génie et Elon Musk n'est qu'un ingénieur. Enfin, c'était un peu violent. Quand même. On va terminer avec un hashtag qui cartonne sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et qui rend hommage à la mise à jour d'iOS 14 sur iPhone et sur iPad. Tout à fait, le hashtag c'est iOS 14 Home Screen, et c'est assez inattendu parce que ce n'est pas du tout une nouvelle fonction d'iOS 14. En fait, ça vient de TikTok, hein, c'est comme souvent dans ce genre de tendance jeune, c'est que je ne sais pas qui s'est rendu compte qu'on pouvait modifier ces icônes dans iOS 14, non pas de manière officielle, parce que vous savez, Apple n'est pas vraiment fan de la personnalisation, mais en passant par l'application raccourci qui permet de créer des automatisations. Et il y a une appli, je crois aussi, qui est disponible sur l'App Store qui permet de... Pour les widgets. Je commence par les icônes et j'arrive aux widgets. Mais l'idée, justement, c'est depuis cette application raccourci, on crée des automatisations toutes simples. On dit par exemple, ouvrir Facebook, et on peut donner une icône à ce raccourci. Et c'est là qu'on se retrouve en fait avec des gens qui personnalisent leur écran d'accueil en mettant des photos personnelles, en mettant n'importe quoi, en faisant plein de petites blagues. En redesignant les petites icônes. C'est ça, j'en ai vu un moi que j'ai adoré, je pense que c'est mon grand préféré, c'est quelqu'un qui a mis la tête de tous les PDG de chaque marque, genre Mark Zuckerberg pour Facebook, Tim Cook pour les applications d'Apple, mais c'est très très drôle, c'est plutôt bien fait, il y a vraiment de bonnes idées, et justement tu en parlais, les widgets, ça c'est pour le coup la vraie nouveauté d'iOS 14, là aussi Apple ne permet pas de faire ce qu'on veut avec les widgets, c'est chaque application a ses widgets. Mais on a des développeurs comme WidgetSmith par exemple qui proposent justement de mettre des photos dans des widgets. Donc par exemple, vous mettez une photo de vous et votre meilleur ami à côté de vos icônes et du coup on peut avoir une page bleue, une page rouge, une page verte à chaque fois sortie. Et il y a eu énormément de créativité sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok du coup. On a vu vraiment de jolies choses. Et des moins jolies choses, mais bon voilà, ça, les goûts et les couleurs, hein, évidemment, c'est toujours comme ça. Et ce que j'aime beaucoup avec ce phénomène, c'est que je ne peux m'empêcher de me demander ce que pense Apple. Apple a toujours été l'anti-personnalisation. Est-ce qu'ils voient ça avec beaucoup d'engouement en mode ah bah c'est cool, c'est vrai, ça fait parler de nous, ou est-ce qu'ils disent mince, on a fait une erreur, on n'aurait pas dû laisser cette fonction raccourcie. Envoyez-moi le correctif. Il y a deux scénarios, soit ils vont ignorer le truc, ils vont laisser enterrer. Oui, parce que ça transforme totalement l'ergonomie du téléphone. Ça n'a plus rien à voir, d'autant plus que ces raccourcis ne sont pas du tout optimisés. Donc quand vous ouvrez Facebook, ça va ouvrir raccourci puis ouvrir Facebook. Donc en termes d'expérience, justement, c'est pas bien. Mais la question justement, c'est est-ce qu'Apple va continuer justement sur cette lancée en disant voilà, on veut compliquer la vie des gens qui font ça, ou est-ce qu'Apple va voir qu'il y a un marché et soit retirer justement cette ouverture de raccourci obligatoire, soit créer lui-même un outil de personnalisation. C'est pas le style de la maison, mais d'un autre côté, regardez l'Apple Watch qui sert souvent de précurseur à ce qui va arriver sur iOS et l'iPhone, permet de personnaliser les complications, de mettre des photos en fond d'écran directement dans ces complications. Donc ça veut dire que Apple est conscient que la personnalisation peut avoir du bon. Donc est-ce que c'est pas mieux pour eux de créer un réglage dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour autoriser ça officiellement? À voir, mais je trouve ça marrant comme tendance. Emmanuel, la personnalisation, c'est pour toucher en fait tous les jeunes aujourd'hui. Il y a une vraie concurrence entre Android et iPhone, et si avec son iPhone un ado peut personnaliser son téléphone comme il le veut, c'est un atout. Oui, en même temps, c'est ce que dit Nicolas, c'est quand même la plus grosse révolution sur un iPhone depuis son lancement en 2007, en termes d'ergonomie. C'est la première fois qu'on peut se dire, mais sur quel téléphone je suis? Oui. Non, mais c'est bien vrai. sûr. On peut se retrouver avec une ergonomie Android, en fait, finalement. Ouais, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que les widgets, déjà, Apple savait avec les widgets, comme dit Emmanuel, c'est jusqu'à maintenant, entre l'iPhone OS 1 et iOS 13, on avait quand même un concept d'icône qui était trié par ordre de haut en bas, et c'est tout. Là, avec iOS 14, il y a des widgets, donc on peut un peu plus personnaliser l'interface. Maintenant, le fait que tout le monde crée complètement son propre thème esthétique, je pense que Apple l'avait vraiment pas vu venir, mais c'est
c'est cool aussi. C'est ça qui est marrant avec la créativité des gens. Il y a aussi des gens sur TikTok qui ont trouvé une fonction de raccourci qui permet par exemple quand vous branchez le chargeur de votre téléphone d'utiliser la fonction VoiceOver pour dire quelque chose. Donc normalement ça va être pour les personnes aveugles par exemple. Ouais. Et là, Mais du coup on branche le téléphone et le téléphone il fait ah merci frère tu m'as rechargé c'est cool. Il y a plein de trucs comme ça avec des trucs plus vulgaires ou alors la personne se met en ne pas déranger, ça sert à rien, t'as pas d'amis de toute façon. Mais c'est super drôle, il y a vraiment plein d'idées et c'est cool en fait. Mais je pense que Apple n'imaginait même pas l'impact que ça pouvait avoir, cette signification. C'est que moi j'ai revu Tariq Rim, donc un ancien de l'internet français, qui a dit oh regardez c'est NetVibes en 2005. Et c'est vrai que les widgets à l'époque effectivement sur Yahoo, NetVibes etc. on pouvait mettre des widgets. Après on a perdu de vue les widgets et puis là d'un coup ça revient. 15 ans après hop le retour. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça va, on verra bien. À voir. Merci à tous les deux, merci Nicolas. Merci. Que vous pouvez retrouver sur 01net.com et puis l'Express bien sûr, avec cette interview au sujet de Facebook, Instagram qu'on peut retrouver sur l'Express en papier. Oui, papier et web dans là ce week-end. Voilà, très bien. Merci beaucoup Emmanuel Paquette. Les nouveautés Amazon dans un instant, Amazon Device qui a dégainé pas mal de choses, des nouveaux Echo, de nouveaux Fire Stick TV, mais aussi un Cube télé et puis pas mal d'autres choses, des caméras. On en parle dans un instant avec le porte-parole d'Amazon France, le papa d'Alexa. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.